Il existe une manière de voir cette situation que beaucoup de personnes prises dans une relation douloureuse ne parviennent jamais à adopter. Non pas parce qu'elle est cachée ou difficile à comprendre, mais parce qu'elle exige une lucidité profonde sur soi-même. Or, lorsque la souffrance, les doutes et l'incertitude envahissent l'esprit, cette clarté devient particulièrement difficile à atteindre. La psychologie montre d'ailleurs que les émotions intenses altèrent souvent notre capacité à évaluer objectivement ce que nous vivons. Cette nouvelle perspective est la suivante. Lorsqu'une personne s'est présentée avec sincérité, que son attention était authentique, que ses intentions étaient honnêtes et qu'elle a offert la version la plus vraie d'elle-même, elle n'a pas échoué, elle n'a pas perdu. Elle a simplement offert quelque chose de profondément authentique à une personne qui, à ce moment de son parcours, n'était pas encore en mesure de l'accueillir pleinement. Et ces deux réalités sont fondamentalement différentes. S'il faut parler de perte, celle-ci ne constitue ni une punition ni un jugement sur la valeur de qui que ce soit. Elle décrit simplement une réalité humaine. Lorsqu'une personne n'a pas la maturité émotionnelle, la sécurité intérieure ou la disponibilité psychologique nécessaire pour recevoir ce qui lui est offert, même les liens les plus sincères peuvent ne pas trouver leur place. La peur, les blessures anciennes, les mécanismes de protection ou les schémas relationnels inconscients peuvent parfois parler plus fort que la capacité à reconnaître la valeur de ce qui se présente devant soi. Dans ces circonstances, il devient difficile de construire une relation stable, même lorsque les sentiments sont réels. Dans ce sens précis, cette personne a perdu l'opportunité de préserver une relation authentique. Elle a eu accès à une présence sincère, mais n'a pas pu la maintenir, la nourrir ou y répondre avec la constance nécessaire. Non par manque de valeur personnelle, mais parce que certaines ressources émotionnelles n'étaient pas encore suffisamment développées. Cette distinction est essentielle. Elle transforme profondément la manière de porter son histoire. Au lieu d'interpréter la fin d'une relation comme la preuve d'une insuffisance personnelle, il devient possible de la comprendre comme la rencontre de deux réalités émotionnelles qui n'étaient pas encore compatibles. Avant d'aller plus loin, il est également important de préciser ce que signifie réellement l'expression des intentions sincères. Cette notion peut parfois être utilisée pour simplifier à l'excès une relation complexe, en présentant une personne comme entièrement irréprochable et l'autre comme entièrement responsable. Pourtant, la psychologie des relations rappelle qu'une histoire humaine est rarement aussi simple. Par intention sincère, il faut entendre une volonté authentique de créer un lien, sans chercher avant tout à contrôler le résultat. Il s'agit d'une attention motivée par le respect, l'écoute et le désir réel de construire une relation, plutôt que par la peur de perdre, le besoin de validation ou la recherche d'une sécurité affective. Cela signifie également que la patience était véritablement inspirée par la compréhension et non utilisée comme une stratégie destinée à provoquer une réaction particulière. La curiosité envers le fonctionnement psychologique de l'autre ne servait pas à exercer une influence, mais à mieux comprendre son vécu, ses émotions et son histoire. La plupart des personnes qui traversent ce type d'expérience étaient sincèrement engagées. Elles faisaient de leur mieux avec leurs qualités, leurs fragilités, leurs blessures anciennes et leurs habitudes relationnelles. Comme tout être humain, elles étaient imparfaites, mais leurs efforts reposaient sur une intention véritable de construire une relation authentique plutôt que d'obtenir un résultat calculé. C'est précisément cette nuance qui mérite d'être retenue. Une relation durable ne dépend pas uniquement de la sincérité d'une seule personne. Elle naît lorsque deux individus possèdent, au même moment, la capacité émotionnelle de se rencontrer, de communiquer avec maturité et de faire grandir ensemble un lien fondé sur la confiance, le respect et la réciprocité. Cette sincérité mérite d'être reconnue, non pas comme un moyen d'éviter une remise en question honnête, mais comme une manière lucide de reconnaître ce qui a réellement été apporté à la relation. La psychologie relationnelle montre qu'une dynamique marquée par l'évitement produit souvent un effet subtil. Avec le temps, la personne qui donne le plus sincèrement finit par douter de sa propre authenticité.
peu à peu apparaissent des questions troublantes. Cette bienveillance était-elle vraiment désintéressée ou cachait-elle simplement un besoin affectif? Cette compréhension de l'autre était-elle une véritable ouverture ou une stratégie inconsciente pour préserver la relation? Cette patience était-elle un choix libre ou la difficulté à s'éloigner, habillée des apparences de la vertu? Ces interrogations sont fréquentes après une relation émotionnellement complexe. Elles ne constituent pas nécessairement une preuve que les intentions étaient fausses. Elles reflètent souvent l'influence prolongée d'un contexte où les gestes les plus sincères ont été interprétés à travers le filtre de la méfiance, de la peur ou de l'insécurité émotionnelle. Lorsqu'une personne entend, implicitement ou explicitement, qu'elle est trop présente, trop attentive ou trop investie, elle finit parfois par se demander si cette perception correspond réellement à la réalité. À force d'être perçue comme une pression, un soutien sincère peut finir par sembler excessif, même aux yeux de celui qui l'offrait. Pourtant, dans la majorité des situations, les intentions étaient simplement humaines, imparfaites, parfois influencées par des blessures personnelles, mais profondément authentiques. Reconnaître cette vérité constitue une étape essentielle du processus de reconstruction intérieure. La guérison commence souvent lorsque l'on cesse de confondre les limites de l'autre avec sa propre valeur. Il est également utile de réfléchir à ce que signifie réellement perdre quelqu'un dans une telle dynamique. Le sens commun associe la perte à l'absence. Une personne n'est plus là, la relation s'est terminée, le quotidien change. Cette douleur est bien réelle. Le silence laissé par l'autre est réel. Le manque est réel. Certains moments paraissent plus vides, certains projets perdent leur saveur et certaines habitudes rappellent constamment ce qui n'existe plus. Toutes ces émotions méritent d'être accueillies avec respect. Le deuil d'une relation fait partie des expériences humaines les plus profondes et demande du temps pour être traversé. Cependant, au-delà de cette absence visible, une autre forme de perte existe, plus discrète et souvent moins perceptible. Lorsqu'une personne ne parvient pas à accueillir une relation fondée sur l'écoute, la confiance et la sincérité, elle peut passer à côté d'une expérience précieuse, celle d'être véritablement comprise sans jugement, écoutée sans manipulation et accompagnée sans attente permanente de contrepartie. Être regardé avec bienveillance, sans que cette attention serve un intérêt caché, constitue une expérience relativement rare. Dans de nombreuses relations, même équilibrées, chacun apporte naturellement ses attentes, ses besoins et ses aspirations. Cela est profondément humain et ne doit pas être considéré comme un défaut. Il existe néanmoins des moments où une personne offre une présence particulièrement généreuse, motivée avant tout par le désir de voir l'autre grandir, évoluer et s'épanouir, sans calcul permanent ni exigence immédiate de retour. Une telle qualité de présence représente une richesse relationnelle authentique. Lorsque cette possibilité n'est pas reconnue ou ne peut être pleinement accueillie, il s'agit d'une occasion manquée. Cette réalité n'apparaît pas toujours immédiatement. Les mécanismes de protection psychologique, les habitudes émotionnelles ou la peur de la vulnérabilité peuvent empêcher d'en prendre conscience sur le moment. Avec le temps, certaines personnes découvrent pourtant une forme de vide difficile à expliquer. Les relations suivantes semblent parfois moins profondes, les échanges moins spontanés ou le sentiment de sécurité plus difficile à retrouver. Sans toujours pouvoir mettre des mots sur cette impression, le corps et la mémoire émotionnelle conservent parfois la trace d'un lien qui avait offert une qualité de présence devenue rare. La psychologie rappelle toutefois, aucune histoire n'est définitivement écrite. Chacun peut développer avec le temps une plus grande maturité affective, apprendre à reconnaître une relation saine lorsqu'elle se présente et construire des liens plus équilibrés. De la même manière, celui qui aimait avec sincérité peut retrouver confiance, préserver sa capacité d'aimer et rencontrer au moment opportun une personne capable d'accueillir cette authenticité avec la même ouverture et la même réciprocité. Les relations qui s'approchent, sans jamais atteindre ce qui a existé avec vous, ont perdu quelque chose que vous portez encore dans le manque. Ce sont deux expériences différentes de la même fin. Et savoir quelle perte est la plus grande ne supprime pas la vôtre,
mais cela modifie le récit. Cela change à qui appartient réellement la fin. Cela change ce que cette fin dit de votre valeur, de votre authenticité et de la qualité de ce que vous avez apporté. Il est important d'aborder ici quelque chose de plus profond que le simple besoin de validation. L'idée selon laquelle des intentions pures vous protégeraient de la perte. L'idée selon laquelle, lorsque vous aimez sincèrement, vous ne pouvez pas réellement perdre. Cette idée est vraie dans un sens essentiel, mais incomplète dans un autre. Elle est vraie dans la mesure où ce que vous avez apporté était réel, et où cette réalité ne peut pas être annulée rétroactivement par le fait qu'elle n'a pas été pleinement reçue. Votre manière d'être présente, votre capacité à aimer sincèrement, restent des preuves de ce que vous êtes capable d'offrir, indépendamment du fait que cela ait trouvé ou non une pleine réciprocité dans cette relation particulière. Votre intention, même lorsqu'elle n'a pas été accueillie à sa juste mesure, reste la vôtre. Elle reste réelle. Elle reste une part constitutive de vous dans votre trajectoire future. Et cela compte réellement. Mais il serait malhonnête de prétendre que des intentions pures annulent le coup. Qu'aimer sincèrement signifie traverser les dynamiques difficiles sans en être affecté. Vous avez payé un prix. Ce prix émotionnel est réel, quelle que soit la pureté de l'intention derrière l'investissement. L'épuisement a été réel. La réduction progressive de vos attentes a été réelle. L'auto-ajustement, la vigilance constante, le taxe de l'espoir, le déséquilibre de réciprocité, tout cela a été vécu indépendamment de votre sincérité. Les intentions pures ne suppriment pas le coup. Elles donnent au coup une signification. Elles transforment ce qui a été vécu en quelque chose qui n'est pas de la naïveté ou une erreur de jugement, mais l'expression d'une capacité authentique à aimer. Le coup était réel, et il a été payé pour quelque chose de réel en vous. Les deux vérités coexistent. Et tenir ces deux vérités ensemble est bien plus utile que de se réfugier dans un récit où la sincérité protégerait automatiquement de la perte. Ce que des intentions authentiques produisent réellement n'est pas une protection contre la perte. C'est autre chose de plus durable, une clarté sur la nature de cette perte. Une personne qui a aimé sincèrement sait ce qu'elle a apporté. Elle dispose d'une lecture honnête de la dynamique, là où quelqu'un dont l'investissement émotionnel était plus flou ne peut pas accéder à cette même précision. Elle peut regarder ce qui s'est produit et comprendre, avec une forme de certitude intérieure issue de l'expérience directe, ce qui a été offert, comment cela a été reçu et ce que l'écart entre les deux révèle réellement. Cette clarté n'est pas confortable, mais elle est solide. C'est un type de connaissance qui ne se dissout pas sous la pression, qui n'a pas besoin d'être constamment renforcé par l'évitement de la reconnaissance directe pour rester intacte. Elle tient par elle-même, parce qu'elle est ancrée dans la mémoire honnête de votre propre expérience, et non dans un récit construit pour rendre cette expérience supportable. Vous savez ce que vous avez apporté. Vous savez que c'était authentique. Vous savez que l'écart entre ce que vous avez offert et ce qui a été reçu n'est pas un écart causé par une insuffisance de votre contribution. Cette certitude vous appartient. Elle a toujours été la vôtre. Et elle constitue la réponse la plus claire possible à la question de ce que cette dynamique signifiait réellement et à qui appartient véritablement sa fin. Pas à vous. Vous étiez présent, entièrement, sincèrement, dans la version non jouée de vous-même. Et cela n'est pas une perte. C'est la seule manière de se présenter à une relation qui est une véritable valeur. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Il se produit quelque chose de particulier lorsque l'on a été réellement présent dans une relation qui n'a pas répondu à cette présence de manière équivalente. Quelque chose que le travail du deuil tend souvent à masquer. Quelque chose qu'il est important de retrouver avant d'avancer. Vous ne vous êtes pas réduit parce que vous étiez faible. Vous vous êtes ajusté. Parce que l'intelligence qui vous rend capable d'un attachement authentique est la même intelligence qui lie les environnements et s'y adapte, qui perçoit ce qui est soutenable dans une relation donnée et ajuste sa manière d'être en conséquence, qui apprend, à travers les réponses concrètes de la dynamique, ce qui est accueilli et ce qui ne l'est pas. Cette adaptation n'est pas une défaillance de votre caractère.
c'est votre caractère en train de répondre à des conditions spécifiques. La même sensibilité qui vous a permis de comprendre la complexité de l'évitement, de ne pas fuir les incohérences, de rester présent malgré l'instabilité, est aussi celle qui a perçu le coût de cette situation et a progressivement, silencieusement, ajusté sa propre expression pour en réduire l'impact. Cet ajustement était logique et il vous a coûté quelque chose de réel. Les deux choses sont vraies simultanément. Ce qui compte maintenant, c'est ce qui vient après. Pas seulement après la relation elle-même, mais après la compréhension. Après le moment où l'on fait un bilan honnête de ce qu'a été la dynamique, de ce qu'elle a coûté, de ce que vos intentions réelles ont produit et de ce qu'elles n'ont pas pu produire. Ce qui vient ensuite est la question de ce que vous faites avec ce savoir. Car la clarté à laquelle accède une personne qui a aimé sincèrement ne concerne pas uniquement le passé. Elle devient une information sur l'avenir, sur ce que vous savez désormais de vous-même, sur ce dont vous savez avoir besoin, sur la compréhension précise acquise dans l'expérience, de ce à quoi ressemble une véritable réciprocité, et sur la rapidité avec laquelle vous êtes désormais capable de reconnaître son absence. Ce savoir n'est pas accessible à quelqu'un qui n'a jamais vraiment essayé, qui s'est protégé du coup en restant à distance de son propre investissement émotionnel et qui n'a jamais laissé la dynamique aller assez loin pour lui apprendre quelque chose de réel sur lui-même. Vous avez payé pour ce savoir avec la seule monnaie qui permet de l'acquérir. Un engagement authentique dans quelque chose qui n'a pas pleinement répondu. Et ce savoir est réel. Il vous appartient. Il vous accompagne, que vous le reconnaissiez ou non comme le produit de ce que vous avez investi. Voici ce que change réellement une intention sincère. Pas dans la dynamique elle-même, mais en vous, après coup. La personne qui s'est engagée sincèrement entretient avec son propre passé une relation particulière. Une relation marquée par l'absence d'une question corrosive qui hante beaucoup d'analyses post-relationnelles. Ai-je vraiment essayé? Vous connaissez déjà la réponse. Pas comme une auto-rassurance, mais comme un souvenir honnête de votre présence dans l'expérience. Vous étiez là. Vous avez apporté ce que vous aviez. Vous avez montré la version réelle de vous-même et non une version contrôlée ou calculée. Vous avez essayé, non pas au sens d'exécuter une stratégie, mais au sens de vous engager réellement dans la relation. Ce savoir enlève un poids particulier au processus de deuil, celui de l'incertitude sur ce qui aurait pu être fait autrement, celui du doute persistant entre ce qui a été fait et ce qui aurait pu être possible, celui de l'hypothèse selon laquelle une autre version de vous-même aurait pu produire un autre résultat. Vous n'avez pas besoin de rester dans cet espace-là parce que vous savez ce que vous avez apporté. Et ce que vous avez apporté était réel. Il est toutefois important de préciser ce que les intentions sincères ne sont pas. Car ce cadre peut dériver vers une lecture incomplète s'il n'est pas équilibré. Les intentions sincères ne sont pas équivalentes à un comportement parfait. Vous n'étiez pas dépourvu de schéma personnel. Vous n'étiez pas en dehors de l'influence de votre propre histoire. Il y a eu des moments où l'anxiété liée à la dynamique a produit des réponses imparfaites, des ajustements défensifs, des réactions qui n'étaient pas toujours alignées avec votre meilleur équilibre intérieur. Et comme toute personne exposée à une dynamique d'attachement instable, vous avez aussi été affecté par les distorsions qu'un tel contexte tend à générer chez ceux qui s'y investissent. Vous avez apporté une attention sincère et vous avez aussi porté vos propres blessures. Vous vous êtes engagé avec honnêteté et vous vous êtes aussi engagé de manière imparfaite. Vos intentions étaient authentiques et il y a également eu des moments où elles ont été complexifiées par la peur, le besoin ou l'épuisement spécifique d'un investissement prolongé dans une relation qui ne renvoyait pas de manière constante ce que vous y mettiez. Les deux sont vrais. Et les tenir ensemble avec honnêteté, sans laisser la seconde réalité annuler la première, ni utiliser la première pour éviter de regarder la seconde, constitue précisément le type de connaissance de soi qui produit une véritable croissance, plutôt qu'un simple apaisement. L'intention sincère était réelle, et il existe aussi des éléments de cette expérience qui méritent d'être compris, non pas
uniquement à travers le prisme de la dynamique évitante, mais à travers ce qu'elle a révélé de vous-même. Des aspects qui peuvent être observés avec la même lucidité que celle que vous avez mobilisée pour comprendre l'autre. Cet examen n'est pas une forme d'auto-accusation. C'est l'achèvement du bilan, le fait de tourner vers soi cette même attention lucide que celle que vous avez appliquée tout au long de cette réflexion à l'autre personne. Il y a encore une chose importante à dire sur ce que signifie ne pas perdre quelqu'un lorsque les intentions sont sincères. Cela ne signifie pas que la personne reste. Cela ne signifie pas que la relation survit. Cela ne signifie pas que votre investissement émotionnel produit le résultat espéré ou que le lien devient ce que vous aviez pressenti qu'il pourrait devenir. Cela signifie quelque chose de plus discret, mais de plus durable. Cela signifie que vous restez vous-même à travers l'expérience, que la version authentique de vous, celle dont les intentions étaient orientées vers la relation elle-même et non vers une stratégie de protection ou de contrôle du résultat, demeure la version qui traverse l'histoire. Elle est transformée, oui. Elle est informée par ce vécu, oui. Elle est modifiée sur certains aspects, oui. Mais elle n'est pas diminuée dans son noyau essentiel. Elle n'est pas rendue moins capable d'aimer sincèrement parce qu'elle a aimé quelqu'un dont la capacité à recevoir cet amour était limitée. Elle n'est pas conduite à une fermeture définitive, à une conclusion selon laquelle se montrer authentiquement serait une erreur. Les limites de l'autre ne deviennent pas vos limites. Son incapacité à accueillir ce que vous avez offert ne devient pas une définition de votre valeur ni de ce que vous avez le droit d'offrir. Vous restez capable. Vous restez authentique. Vous restez une personne dont les intentions tendent vers la connexion réelle et non vers une simple gestion défensive du risque d'être blessé. Cette capacité n'est pas affaiblie par ce que vous avez vécu. Elle est au contraire affinée, rendue plus précise, enrichie d'une forme d'intelligence expérientielle, celle de quelqu'un qui comprend désormais plus clairement ce que la réciprocité authentique exige, ce que son absence produit et à quel point le corps peut devenir un indicateur fiable pour reconnaître la différence. Ils vous ont perdu au sens le plus complet de cette expression. Et vous, malgré le deuil que cela implique, malgré le coût émotionnel, malgré le temps nécessaire pour intégrer pleinement cette réalité, demeurez quelqu'un qui mérite d'être retrouvé. Ce n'est pas une consolation. C'est une évaluation honnête de ce que des intentions sincères produisent réellement dans une dynamique difficile. Non pas une protection contre la perte, mais la préservation de ce qui, en vous, valait d'être connu dès le départ, intact, disponible, authentiquement vôtre. Il existe une idée qui revient souvent après les relations difficiles et qui ressemble à de la sagesse, mais fonctionne en réalité comme un plafond limitant. L'idée que vous auriez dû savoir, que les signes étaient visibles, qu'une personne dotée d'un meilleur jugement, d'une estime de soi plus solide ou de limites plus claires aurait compris plus tôt ce qui se jouait et aurait agi en conséquence. Selon cette lecture, le coût que vous avez payé serait en partie une forme de scolarité émotionnelle que vous auriez pu éviter avec davantage de discernement. Cette interprétation mérite d'être examinée plutôt qu'acceptée telle qu'elle, car le discernement dans les relations intimes n'est pas une capacité fixe, quelque chose que l'on possède ou non. Il se développe, il se construit à travers l'expérience, à travers un processus parfois coûteux qui consiste à apprendre ce que ressent une véritable réciprocité, en faisant l'expérience de son absence. Il se développe en apprenant à distinguer quelqu'un qui évolue réellement vers vous de quelqu'un qui répète un schéma familier. Il se développe en accumulant suffisamment d'expériences relationnelles pour que les signaux précoces, souvent ambigus au départ, deviennent lisibles avant de devenir douloureux. Vous n'étiez pas naïf, vous étiez simplement à un stade différent de ce développement. Et cela n'est pas un défaut de caractère. C'est une étape normale de l'apprentissage de ce type de dynamique. Le savoir que vous possédez aujourd'hui, cette compréhension incarnée du fonctionnement évitant, de ses coûts, de ses cycles et de ses effets, n'était pas accessible au début. Il l'est maintenant, précisément parce que vous l'avez traversé de manière réelle, sans vous extraire avant que l'expérience puisse vous enseigner quelque chose de profond.
Cela ne justifie pas le fait d'être resté plus longtemps que ce qui était sain. Mais cela reconnaît que l'apprentissage a été réel et qu'il a été acquis à un coût réel. Et surtout, que ce savoir vous appartient désormais et qu'il modifiera concrètement la manière dont vous aborderez les relations futures. Ceux qui vous ont perdu quelque chose qu'il est important de nommer clairement. La capacité d'être véritablement perçu, pas évalué, pas géré en fonction de ce qu'il est utile que vous soyez, pas regardé à travers le prisme de ce que la relation attend de vous, mais réellement perçu avec une attention patiente, sans agenda dominant, avec une curiosité sincère pour ce que l'autre est réellement, plutôt que pour la version de lui ou d'elle qui serait la plus fonctionnelle. Cette qualité est plus rare qu'elle ne devrait l'être. La plupart des personnes sont perçues à travers des projections, des besoins, des attentes implicites. Être réellement vu, sans intention de transformation immédiate, est une expérience que beaucoup de personnes vivent rarement. Vous avez offert cela. Peut-être plus longtemps qu'il n'était prudent de le faire au vu de ce que vous receviez en retour, mais de manière réelle. Et la personne évitante, quelles que soient les autres dimensions de la dynamique, a été exposée à quelque chose de véritable lorsqu'elle était en votre présence. Perdre cela est une perte réelle, pas seulement de vous en tant que personne, mais de l'expérience spécifique et rare que représente le fait d'être véritablement vu. L'autre personne ne sait peut-être pas la nommer, ne peut pas toujours articuler ce qui change exactement dans votre absence, mais le corps, lui, le sait. Dans une forme de vide plus plat dans les expériences suivantes, dans ces élans automatiques qui ne trouvent plus d'équivalent, dans la prise de conscience progressive que ce qui existait avec vous n'était pas une simple catégorie d'expérience disponible partout. Voici ce que je veux vous laisser ici. Pas comme une conclusion fermée qui organise tout proprement, mais comme la continuité honnête de ce que cette réflexion a construit. Vos intentions sincères n'ont pas été perdues sur quelqu'un qui n'en était pas digne. Elles ont été offertes à quelqu'un qui, à ce moment-là, n'était pas pleinement capable de les recevoir. Ce sont deux réalités différentes. L'indignité est une notion figée. L'incapacité, à un moment donné du développement d'une personne, ne l'est pas. L'incapacité de l'autre à répondre à ce que vous avez apporté était réelle, et elle vous a coûté quelque chose de réel. Mais elle n'est pas une conclusion définitive sur ce que cette personne est, ni sur la valeur de ce que vous avez donné. La valeur de ce que vous avez donné ne dépend pas de la manière dont cela a été reçu. Elle dépend de ce que c'était en soi. Et ce que c'était, dans sa meilleure expression, c'était un geste humain réel, généreux, imparfait comme tout geste humain, mais authentique. Celui de quelqu'un qui a choisi de se montrer tel qu'il est, plutôt que de se protéger derrière une version contrôlée de lui-même. Qui a accepté le risque d'être vraiment connu, plutôt que d'être seulement bien présenté. Qui a apporté sa version réelle dans une relation qui demandait plus qu'elle ne renvoyait. Ce choix a de la valeur, pas parce qu'il a produit le résultat espéré, mais parce qu'il est l'une des seules façons de vivre une relation pleinement vivante. L'alternative, celle d'une présence contrôlée, ajustée, sécurisée, au point d'éviter tout risque réel, produit de la sécurité, mais au prix d'une forme d'extinction de l'expérience relationnelle authentique. Vous avez choisi la vie relationnelle plutôt que la sécurité absolue, dans un contexte qui vous a fait payer ce choix plus cher qu'il ne devrait l'être. Ce n'est pas une erreur de caractère. C'est la trace de quelqu'un qui, malgré la douleur et le poids de l'expérience, reste fondamentalement orienté vers la connexion réelle plutôt que vers la simple gestion de sa propre protection. Cette orientation mérite d'être conservée, pas pour l'autre personne, pas comme stratégie pour la prochaine relation, mais parce que c'est ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, dans sa forme la plus authentique, est la seule chose qui mérite d'être apportée à ce qui vient ensuite.